Alors, merci déjà aux deux organisatrices de ce très beau colloque de m'avoir invité à présider donc, la session 4, créer l'événement. Je vais très rapidement céder la parole à nos deux premiers communicants, mais je voulais juste vous dire, parce que ça peut intéresser certains d'entre vous, qu'avec les Archives nationales, nous avons monté une base de données justement sur la parole, le discours, et ça s'appelle Actes écrits des femmes de pouvoir, et c'est sur la base Thelma du CNRS, de l'IRHT. Et en fait, il s'agit donc d'éditer en sciences ouvertes pour la communauté scientifique l'ensemble des lettres, puisque vous montriez un certain nombre de correspondances, donc des lettres, des chartes, de tous les actes provenant de femmes de pouvoir et bien évidemment avant tout des reines, puisque pour l'instant on travaille avec le trésor des chartes, les reines de France, mais on est en correspondance aussi avec des collègues espagnols et portugais. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous viendrez me voir, je vous donnerai le nom exact du site et comment y aller. Mais alors, je vous présente tout d'abord, donc, pour cette première communication, Marie-Céline Daniel, qui est maîtresse de conférences en civilisation britannique à Sorbonne Université. Elle travaille sur la circulation des idées politiques entre la France et l'Angleterre à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, et notamment la perception par les Anglais des guerres de religion françaises. Son travail se concentre actuellement sur l'image du roi, mais également sur celle de la reine, ce matin. Et puis, vous allez faire cette communication avec Guillaume Coatalan, donc maître de conférence en littérature anglaise à l'université de Cergy, Paris, donc à Cergy Paris Université. Vous vous intéressez à la culture manuscrite anglaise de la première modernité et surtout à ses ramifications, donc qu'il s'agisse de rhétorique ou qu'il s'agisse justement de correspondance diplomatique. Vous avez notamment publié cette correspondance étrangère de la très célèbre reine Élisabeth Ier, donc, dont vous allez nous parler maintenant. Donc, avec votre communication sur le Golden Speech 1601 d'Élisabeth Ier, les souveraines audaces d'une reine vieillissante. Alors, je commencerai par dire que ce discours est devenu une icône et le nom Golden Speech suggère qu'il est tellement parfait qu'on devrait l'écrire en lettres d'or. Donc, ça n'est plus le silence qui est d'or, mais la parole. Dans la constitution du mythe de la reine Élisabeth, ce discours a joué un rôle de premier plan. Donc, c'est assez intéressant de placer ça dans un contexte plus large et de considérer les outils dont une reine dispose pour créer son mythe. Donc, il y a évidemment sa parole, ses discours, sa correspondance et toute une iconographie aussi, puisqu'on a vu des portraits hier. Et c'est l'ensemble de ces outils qui sont à sa disposition et dont elle use pour créer un mythe personnel. Oui, alors je vais commencer par la reine et la rhétorique, puisque je vais peut-être redire des choses dont on a parlé hier, mais elle a évidemment été formée par Roger Ascham, qui était humaniste. Mais j'aimerais dire qu'à l'époque, il y avait une certaine défiance vis-à-vis de la rhétorique classique. Et c'était aussi lié à la montée de la langue vernaculaire, donc de l'anglais, qui peu à peu a remplacé le latin en prestige, et que les Anglais ont dû prendre leur distance par rapport au latin. Alors c'était particulièrement difficile, puisqu'ils étaient entièrement formés en latin à l'école, et ensuite à l'université, mais ils ont pris leur distance par rapport au modèle antique. Et par ailleurs, la reine, qui était évidemment une figure d'exception, se plaçait au-dessus des règles convenues de la rhétorique. Et l'idée était que, évidemment, une maîtrise supérieure de la rhétorique se joue des règles de la rhétorique. Donc, ce qui apparaît dans ses discours et dans ses lettres, c'est qu'elle ne suit pas un plan rhétorique particulièrement clair. Alors, ce n'est pas pour ça qu'elle est brouillonne ou incohérente, bien au contraire. Mais la coquetterie consiste évidemment à dissimuler le plan, à ne pas le faire apparaître, pour afficher une maîtrise supérieure de la rhétorique. Alors, je poserai des questions extrêmement classiques. Quel est le but de ce discours et quelle rhétorique met-il en œuvre?
pour atteindre ce but, puisque évidemment tout discours a une visée rhétorique ou même plusieurs visées rhétoriques. Oups. Oh, là, je vais trop vite. Alors, attendez. Voilà. Et évidemment, il faut commencer par les circonstances. Donc, c'est un discours de fin de règne. C'est une réponse à des remerciements pour son intervention sur un problème précis dont elle tire des enseignements généraux. Donc, ce qui m'a paru absolument fascinant ici, c'est que le point de départ est un discours assez convenu, c'est-à-dire répondre à des remerciements par d'autres remerciements, mais très rapidement, on se rend compte qu'elle a un autre projet en tête, qui est la constitution de son mythe, et que ce discours va devenir un discours testamentaire, donc qui a une toute autre portée. Ce discours a survécu en deux versions, l'une prise verbatim, qui est ensuite publiée, devenant ainsi la version officielle, l'autre recopiée de mémoire par l'un des parlementaires à genoux devant elle, version tirée d'un journal du dit parlementaire. Alors évidemment, on peut comparer les deux versions, ce que j'ai fait, mais ce qui m'a paru intéressant, c'est que la lettre du discours n'avait pas forcément beaucoup d'importance pour les parlementaires eux-mêmes, puisque l'un des parlementaires a rédigé une version qui est bien différente de la version officielle, et que finalement la substance du discours importait beaucoup plus que la lettre du discours, c'est-à-dire que toutes les finesses rhétoriques ont disparu dans cette version qui est beaucoup plus simple, comme on le verra. Oui, je voulais vous montrer cette représentation. Alors, dans mon souvenir, ce sont deux ambassadeurs des Pays-Bas qui sont à genoux devant elle, puisque cette posture est celle que l'on retrouve au Parlement, qui marque évidemment la supériorité de la reine de façon absolument évidente. Et ça participe évidemment du discours lui-même, c'est-à-dire la position de ceux qui entendent et la position de celles qui parlent, et dont la parole est infiniment supérieure à l'auditoire. Oups. Donc. Alors, comme je le disais il y a quelques secondes, la seconde version est plus directe. La syntaxe en particulier y est plus simple. Et on pourrait dire que le discours est lissé. Et on y reconnaît moins la voix de la reine. Donc, ce qui importe pour le parlementaire qui a reconstitué le discours de mémoire, c'est les idées qui étaient exprimées, donc la substance du discours, les arguments, mais la rhétorique y est moins visible. Bien plus qu'une réponse à des remerciements suite à la résolution d'un problème politique ponctuel, ce discours propose un bilan de son règne et une définition de la fonction de souverain, en particulier de ses limites. Donc c'est un grand discours politique, c'est un discours d'une très grande ambition aussi, puisque c'est un discours qui va au-delà même de la personne de la reine et qu'il s'agit de la fonction de souverain. Ce discours opère un double renversement qui est assez fascinant puisque de réponse à des remerciements, il devient un discours de remerciement lui-même. La reine devient le principal sujet de ce discours par un glissement des sujets au rapport entre sujet et souverain et enfin au souverain lui-même. Donc, elle finit par se centrer sur sa propre personne et le Parlement devient un sujet secondaire finalement. Ce n'est pas un discours délibératif tourné vers le futur, mais bien un bilan de son règne. Et ce n'est pas un discours tourné vers l'action, mais plutôt un discours sur l'action. Et c'est un discours de louange, et c'est un discours de louange sur la personne de la reine elle-même,
puisque tout le but du discours est de démontrer que personne n'a servi le royaume comme elle l'a fait, et que c'est donc la première des reines. Donc, c'est un discours de louange de son peuple, plus encore louange de son propre règne et création d'un mythe. Alors, pour ce qui est de la réflexion politique, ce qui est très intéressant, c'est de noter les fines distinctions qu'elle opère entre un grand nombre de termes pour désigner le souverain, donc roi, souverain, prince et reine. Et on note évidemment que certains de ces termes sont genrés, comme reine, queen, mais que les autres ne le sont pas. Et que donc la question du genre du souverain n'est pas d'une grande importance dans ce discours. Donc ce n'est pas un discours donné par une femme souveraine, mais c'est bien un discours de prince. Le discours suit-il un plan classique? Alors, le plan classique serait l'exorgue, la narration, la réfutation, la conclusion. Partiellement, oui. En définitive, pas entièrement. Donc, elle commence par s'adresser au speaker dans l'exorgue. Elle rappelle la reconnaissance de ses sujets dans la narration. Mais la partie la plus importante est bien la réfutation. Et réfutation d'une vision fausse du souverain au-dessus des lois et exerçant le pouvoir pour jouir de biens matériels. Donc, elle est là pour corriger une peut-être assez répandue et une vision fausse de la reine. Et la conclusion elle-même est réduite à une phrase. Il reconnaît des réseaux d'images chers à la reine que l'on rencontre dans sa correspondance, puisque j'ai fréquenté sa correspondance pendant quelques décennies maintenant, en français. Et j'ai un collègue italien, collègue et ami, qui a publié sa correspondance italienne. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les mêmes images sont utilisées d'une langue à l'autre, donc en anglais, en français, en italien et en latin. Donc, il y a certaines images qui lui sont particulièrement chères, dont l'image de la médecine ou les rênes du cheval, ou encore l'image de la balance. Et c'est intéressant de voir que finalement, elle ne va pas adapter ces images à la langue, mais que les images sont premières et vont transcender toute une série de langues. La reine introduit sa démonstration, and this is our reason, et ceci est notre raison. Donc, le discours est bien charpenté de cette façon et particulièrement clair. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison. Et elle use de figures de construction que l'on retrouve dans ses lettres, comme le parallélisme de syntaxe, syntaxique, à la manière de Cicéron. Donc ça, on en a parlé hier, mais c'est particulièrement clair ici, puisque on a ce rythme ternaire, the abuses of our liberality, etc. Donc, the x of y, donc le x de y. Donc, ce parallélisme syntaxique va être reproduit de façon assez obsessionnelle. Et il vient directement de Cicéron, mais il a été renforcé par la Bible, puisqu'on rencontre aussi le parallélisme biblique. Et donc, c'est une sorte de fusion de ces deux modèles ici, et aussi des oppositions de precious gift of thankfulness, etc. Donc, la construction joue un rôle important, ou les figures de construction, dans cette démonstration. Et l'allitération, donc Glazing Luster of Glistering Glory. Alors, je ne sais pas ce que ma malheureuse étudiante a fait de ces allitérations, puisqu'elle a dû traduire le texte en français et ça a été assez difficile. Donc, je ne pense pas qu'elle ait pu les garder. Mais on voit que l'allitération fait partie des figures. Alors, ce qui est intéressant ici pour ce cas précis, c'est qu'elle essaye de réfuter donc le brillant du pouvoir, mais
pour réfuter le brillant du pouvoir, elle utilise une figure assez brillante qui est celle de l'allitération. Donc, le brio du discours va remplacer, disons, le brillant de la fonction de la reine. Donc, il y a un déplacement qui est assez intéressant ici. La justification de ces actes se fonde sur un argument d'autorité irréfutable, puisque, à la fin du discours, elle s'en rapporte à Dieu, qu'elle dit avoir servi de son mieux en rejetant les biens de ce monde. Donc, au-delà du trône, le monde est ordonné par Dieu qui détient le véritable pouvoir. Donc, c'est là que le discours prend une dimension véritablement théologique et s'inscrit plus largement dans la réforme, puisqu'elle se positionne par rapport à Dieu, et c'est un discours directement sur le pouvoir divin. Et donc, le discours n'est plus un discours sur la politique, mais un discours sur la nature même de Dieu. La reine siège dans un autre tribunal où elle attend le jugement divin. Et ce discours est d'autant plus percutant qu'il est bref. C'est un discours en forme de testament. C'est ainsi qu'elle veut qu'on se souvienne d'elle. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, je donne la parole à Marie-Céline. Alors, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Magnifique. Merci, Guillaume. La perspective que je vais adopter, évidemment, c'était l'idée de ce travail à deux voix et de m'intéresser au discours comme un objet politique. Alors, c'est un discours, effectivement, Guillaume le rappelait, complètement canonique, voilà, qui fait partie des grands discours d'Élisabeth. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette réputation du discours est terriblement trompeuse, parce qu'en fait, il y a dans les deux versions principales du discours, alors en fait, il y en a plus que ça, mais il y en a deux qui se ressemblent, et il y a une version officielle qui est publiée par l'imprimeur de la reine après le discours lui-même. Les deux textes sont incroyablement différents et je crois que les gens connaissent la version qui n'est pas la version officielle et qui est une version qui rappelle effectivement le discours de Tilbury dont on a beaucoup parlé, enfin, qu'on a beaucoup mentionné hier, qui est quand même le discours aussi archi-canonique du règne d'Élisabeth. Et il me paraît assez évident qu'il y a effectivement des jeux d'écho entre les deux textes, notamment dans la mise en scène du pouvoir, cette reine dévouée au service de son peuple, le jeu évidemment des prince, princess, king, queen, etc., etc. Mais en fait, de manière assez bizarre, ça n'est pas cette version officielle en réalité. Et donc, celle que Élisabeth a voulu faire circuler n'est pas de ce style. C'est une version beaucoup plus aride, beaucoup plus théorique en fait. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de, enfin, pas de contresens, mais il y a un quiproquo en réalité sur ces textes. Donc, ce texte, c'est évidemment la mise en scène d'un pouvoir royal. Je vais juste vous dire quelques mots de contexte pour qu'on soit à peu près d'accord. En réalité, donc, le Parlement est convoqué, c'est le dernier Parlement, évidemment, 1601. Il est convoqué parce que les Irlandais, ou plutôt les Espagnols, ont débarqué en Irlande. Donc, on est le 6 juin, donc on parle de débarquement. Donc, débarquement des Espagnols en Irlande, donc un petit moment de panique. Il faut de l'argent pour évidemment payer les troupes et donc il faut convoquer le Parlement. Et Élisabeth n'est pas très friande du Parlement, de manière assez commune à l'époque pour le coup. Et le Parlement de 1597, qui est le précédent, c'est pas excessivement bien passé, donc elle n'a pas très envie, mais elle est un petit peu obligée. Donc elle reconvoque ce Parlement dans un contexte effectivement de fin de règne absolu. Alors, outre le fait qu'elle est quand même très âgée, donc voilà, il y a un phénomène naturel qui fait qu'il devrait y avoir une élimination proche. Il se passe aussi que c'est une fin de règne parce que la reine, qui avait très bien su finalement arbitrer entre les différentes factions à la cour, se trouve un peu prisonnière de la deuxième génération de ses serviteurs et que quelques mois auparavant, le comte d'Essex, qui était son favori, a tenté une rébellion qui a échoué et il a donc été exécuté. Et donc, voilà, il y a une dimension quand même compliquée pour la reine à ce moment-là. Et pour tout le monde, voilà, on attend un peu la fin, c'est horrible à dire, mais c'est un petit peu la réalité. Donc, elle convoque ce Parlement et immédiatement, et ça c'est très très clair quand on lit les journaux parlementaires, ressurgit le problème de 1597, qui est un problème en fait économique, qui est lié à l'attribution abusive, selon les parlementaires, des monopoles. Et donc, les parlementaires font ressurgir immédiatement la question des monopoles. Et donc, il y a tout un jeu, on va dire,
en tout cas des débats à la Chambre des communes, notamment sur la restriction des monopoles face à un Robert Cecil, qui est donc le fils du précédent William Cecil, et qui est le ministre principal d'Elisabeth, qui essaye de limiter au maximum ces débats en disant « c'est pas la question, nous on veut de l'argent pour aller faire la guerre aux Espagnols en Irlande, bon, les questions intérieures, on en parlera une autre fois, en gros. » Donc, il y a voilà, ça monte, à tel point que Cecil, qui probablement était quand même assez convaincu qu'il y avait un problème quand même des monopoles, objectivement, finit par convaincre la reine apparemment qu'il faut qu'elle agisse et qu'il faut qu'elle limite ces monopoles, en tout cas qu'elle fasse un geste. Parce que la Chambre est tellement agacée que certains parlementaires un peu fous envisagent même de légiférer sur la question, c'est-à-dire que, voilà, que ça devienne un sujet parlementaire, ce qui évidemment n'est pas la question. Enfin, en tout cas, n'est pas du tout envisageable pour la reine. Et donc, elle fait savoir qu'elle va agir sur les monopoles. Il y a l'annonce d'une proclamation et évidemment, dans un jeu complètement habituel, les parlementaires disent on va aller remercier la reine de nous avoir octroyé ce qu'on lui a demandé. Et la reine dit je n'irai pas au Parlement, venez donc me voir. Donc ce discours au Parlement n'est pas un discours au Parlement, c'est un discours dans le Palais Royal de Whitehall où une délégation de membres de la Chambre des communes viennent pour effectivement, à genoux, remercier la souveraine de les avoir écoutés. Et donc le contexte même, je suis un peu longue, mais le contexte même du discours est déjà complètement hors norme en réalité, puisqu'elle les fait venir, alors ils se choisissent, je crois, elle en choisit certains, mais je crois qu'ils se choisissent, ils sont 140, et ils viennent sur son terrain à elle. Alors évidemment, vous savez, Lucien Belli l'a rappelé hier, que le roi siège au Parlement, le King in Parliament, le Queen in Parliament est une institution réelle, mais là quand même, il y a un écart par rapport à la norme, puisqu'elle les attire à eux, et donc effectivement, la mise en scène du pouvoir royal est bien de réaffirmer que c'est elle qui gouverne, et donc il y a une volonté qui est d'autant plus forte qu'elle est en position de faiblesse, puisqu'elle s'est faite poussée dans ses retranchements, obligée à agir, et donc elle va vouloir reprendre la main, et le discours va faire en sorte de manifester, de rendre tangible cette reprise en main par la reine de son pouvoir face à un Parlement qui est un petit peu remuant, on va dire. Et donc, cette reprise en main, elle se fait, comme l'a rappelé Guillaume, de manière déjà théâtrale, avec une mise en scène qui est qu'ils sont à genoux. Alors, ce n'est pas du tout flagrant dans la version officielle du texte, mais ça l'est dans les deux autres versions, qui sont donc des versions théoriquement de mémoire de personnes qui étaient présentes et qui vont être publiées dans le courant du XVIIe siècle, où ils sont à genoux, et il y a des formes de didascalie où elle leur dit « levez-vous, ne restez pas à genoux ». Voilà. Mais la première partie du discours est effectivement face à des hommes à genoux, et elle est, on nous dit dans une des versions, qu'elle est sous le dead gouvernement de Cloth of State, hein, donc il y a vraiment une mise en scène très forte de l'incarnation de ce pouvoir royal à un moment donné pour redire qui gouverne. Voilà. Et effectivement, le débat qui va s'enclencher est quand même un débat sur la nature de la prérogative royale, hein, la reine, évidemment, considérant que ces monopoles font partie de sa prérogative et qu'il n'est absolument pas question que le Parlement vienne s'y aventurer. Donc, il y a une différence par rapport à Tilbury dont on parlait hier, c'est-à-dire qu'elle choisit son décor. Tilbury, le décor lui est imposé en réalité. Alors évidemment, vous avez tous vu les films avec les... selon les films, elle est toute habillée en armure ou pas, etc. Mais on voit que les falaises de Douvres, c'est quand même un élément fondamental. Voilà. Là, elle est maîtresse de la chose. Et si Tilbury est devenu un peu iconique, c'est aussi parce qu'il y a eu la victoire derrière, etc. Là, c'est pas ça. C'est vraiment elle qui a la main et qui met en scène sa royauté. Ceci étant, effectivement, je pense que dans la tête d'Elisabeth, il y a la volonté de réitérer l'exploit rhétorique de Tilbury. Ça a très bien marché une fois, on va quand même essayer de la rejouer comme ça. Mais elle est dans une position de relative faiblesse et elle va effectivement travailler sur une vision donc assez proche de Tilbury sur le service de Dieu. Alors il y a tout un registre sur I'm an instrument of God, etc., etc. Et tout un discours qu'on connaît, alors, Guillaume encore mieux que moi, mais quand elle dit quand bien même vous avez eu et aurez encore des princes plus puissants et plus sages assis sur ce siège, jamais n'en aurez-vous un qui vous aimera davantage. Et tout un discours sur l'amour, évidemment, qu'elle a. Et donc, évidemment, elle travaille, comme souvent, l'image mariale. Hein, on voit évidemment la Vierge Marie, etc., pas très, très loin. Ce qui est intéressant, c'est que ces protestations qui sont extrêmement importantes dans les discours contemporains donc de journaux parlementaires disparaissent de la version officielle. C'est-à-dire que dans la version officielle, il n'y a plus l'amour de la reine.
Il y a la reine en majesté, mais il y a plus, on a changé de registre, clairement. Et cette version, et encore une fois, est la version qu'Élisabeth elle-même veut voir circuler. Donc visiblement, entre le moment de la spontanéité du discours et le moment de la circulation du discours, le curseur s'est légèrement décalé dans le sens du renforcement du pouvoir royal et de l'effacement de la figure maternelle dont elle joue quand même très, très souvent par ailleurs. Donc, on voit effectivement qu'elle essaye de reprendre la main et il y a dans les deux textes des journaux parlementaires une formule que je vous cite en anglais parce que c'est très beau, c'est du Shakespeare à peu près. Hein. To be a king and wear a crown is a thing more glorious to them that see it than it is pleasant to them that bear it. D'accord ? Donc, il vaut mieux voir la couronne de loin que la porter. Hein. Là aussi, on retombe dans Tilbury, c'est vraiment exactement la même chose. Cette formule qui est exactement la même dans les deux discours des journaux parlementaires disparaît de la version officielle. Alors que en gros, c'est la formule que tout le monde connaît de ce discours. Or, encore une fois, elle disparaît, elle n'apparaît pas dans la version qu'on veut faire circuler à ce moment-là. Donc évidemment, vous imaginez bien, ça rappelle Richard II. Enfin, bon, voilà, si vous connaissez ces pièces-là, on est vraiment en plein dedans, hein, évidemment. Mais elle est vraiment ce qui fait que le texte est connu aujourd'hui et finalement pas ce qui circule en 1601 dans la version de baroque. En fait, la réalité, c'est que ce qu'Élisabeth veut dire, c'est qu'il n'est pas question qu'il s'occupe de monopole et que la prérogative royale interdit au Parlement d'aller s'intéresser à ces sujets-là. Et donc, en fait, le texte que tout le monde connaît comme un testament politique, le dernier discours de la reine, etc., en réalité répond à une question politique immédiate, qui est de reprendre la main face à une offensive parlementaire qui ne saurait prospérer. Et de fait, elle va, dans son texte, clairement expliquer qu'elle veut être très claire sur le fait que c'est elle qui a la main, et elle dit à un moment donné, nul ne doute qu'il appartient au roi d'accorder des cadeaux de toutes sortes à ceux de notre choix, soit pour service rendu ou du fait de leur mérite, de même qu'il lui appartient de choisir à qui il accorde des bénéfices, à l'un plutôt qu'à l'autre. Donc ça circule dans la version officielle. Clairement, elle reprend l'intégralité de son pouvoir pour réaffirmer contre le Parlement que c'est elle qui domine. Et donc, si on en croit cette réussite, on va dire rhétorique, hein, de cette reprise en main, la mise en scène, le discours, etc., le fait que tout le monde connaisse ce discours, on se dit réussite d'Élisabeth, clairement. Elle a réussi ce coup de maître, cet ultime coup de maître, testament politique, etc., etc. Et c'est globalement d'ailleurs ce que disent plutôt les historiens. Quoi. Bon, bien joué, en quelque sorte. Moi, il me semble que c'est moins clair que ça. Il me semble que c'est moins clair que ça parce que, effectivement, même si la théâtralisation marche assez bien, la mise en scène, etc., il y a dans cette vision un côté jeu de rôle. Hein, clairement, chacun est dans son rôle, on la remercie, elle remercie ceux qu'on remercie, effectivement. Bon, voilà. Mais en fait, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au Parlement, on se rend compte que personne n'est dupe. C'est-à-dire que les parlementaires ne croient pas une seule seconde qu'il va se passer quoi que ce soit, parce qu'en fait, on leur a déjà fait le coup avant, ils savent, etc. Et donc, en réalité, immédiatement après l'annonce que la reine va émettre une proclamation, les parlementaires disent il faut que tout ça soit écrit. Il n'est pas question, on parlait tout à l'heure de l'inscription de la loi dans le texte, dans le livre, il faut que ce soit écrit parce que si ça n'est pas écrit, ça va nous échapper. Et en réalité, faire que cette reine fasse circuler ce discours, ce qui n'est pas le cas de Tilbury, par exemple, qui circule, mais pas officiellement, là, en l'obligeant à passer par la circulation officielle via l'imprimeur royal, elle passe sous les fourches codines du Parlement. C'est-à-dire elle répond à cette exigence qu'il formule de faire savoir quelle va être cette décision. Et donc, cette reprise en main, elle est relative parce qu'en fait, on la pousse dans le sens que veulent les parlementaires, c'est-à-dire l'inscription qui va faire foi, en quelque sorte, qui va engager la couronne à agir sur la question des monopoles. Et immédiatement, on a un monsieur Darnold dans les débats, on voit, qui dit oh, c'est bien, bon, mais ce serait bien que ce soit écrit. Voilà, on y croira quand ce sera écrit, et y compris quand c'est assez, on dit mais il va y avoir une proclamation de ça. Oui, mais bon. Et quand ils vont à la Chambre, enfin quand ils vont à Whitehall, la proclamation est déjà sortie, donc ils savent, mais quand même, on sent que dans les débats des jours suivants, cette interrogation demeure. Et pour en revenir à la notion de golden speech, et c'est là que je vais finir, mais effectivement on dit que c'est un discours d'or, voilà, tout ça, ça vient d'une reproduction du discours en 1790 qui est précédée d'une courte introduction qui dit que effectivement ce texte, et alors j'ai noté la formule, this speech ought to be set in letters of gold, d'accord, donc voilà, il faudrait l'inscrire en lettres d'or.
En réalité, si on lit les journaux parlementaires, il y a quelqu'un qui parle d'inscrire en lettres d'or ce discours, c'est Downhold, qui est donc un de ceux qui veulent pousser à la limitation des monopoles. Et Downhold, il dit, tout ça, ce serait bien, mais ce serait bien que ce soit inscrit dans de l'or. Et donc l'or, c'est pas que c'est bien, c'est qu'en fait, c'est un moyen de s'assurer qu'on ne va pas revenir sur cette décision. Et donc, il y a une espèce d'ambiguïté où, effectivement, la relecture de 1690, et puis ensuite qui a été continuée, c'est dire « oh là là, lettres d'or, c'est magnifique, etc. » Or, à l'époque, les lettres d'or, c'est être sûr que la reine ne pourra pas revenir sur son engagement. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté qui me paraît assez intéressante parce que, effectivement, c'est pas du tout quand on en parle, les gens qui connaissent ce discours-là disent ah bah oui, c'est le grand testament politique. En réalité, à l'époque, c'est beaucoup plus de contraindre la reine et de s'assurer effectivement que cette, certes, effectivement, prérogative royale, mais contrôle du Parlement sur son étendue, en réalité. Et donc, il y a un conflit là qui se joue, qui me paraît intéressant, parce qu'il est vraiment de l'ordre du discours et de ce qu'il y a autour du discours et ce qui va au-delà du discours. Voilà, je vous remercie. Alors, je vous remercie pour cette communication passionnante sur la rhétorique du pouvoir, sur le discours, sur la mise en scène, la théâtralité, et puis aussi sur les ambiguïtés de ce que l'on a pu retenir, puisque vous avez très brillamment montré que finalement, c'est quand même voilà, de remettre en perspective dans ce contexte. On revient un petit peu sur, là aussi, toute l'historiographie qui existe. Je cite votre titre, « Je suis la première reine qu'on ait vue venir en ce lieu ». Les harangues de la régente Marie-Louise de Savoie, rapportées par le Mercure galant 1706. Pardon. Voilà, nous vous écoutons. Je vous remercie. Le 2 octobre 1700, Charles II, sans descendance directe, fait du duc d'Anjou son légataire universel. Le petit-fils de Louis XIV est reconnu par la suite roi d'Espagne par toutes les monarchies européennes, sauf par l'Empire. Il n'est pas reconnu non plus comme roi dans les royaumes de la couronne d'Aragon pour deux principales raisons. D'une part, l'archiduc y est jugé plus légitime en tant qu'il représente la ligne la plus directe de Charles II, et aussi parce que les Cortés n'avaient pas été consultés. Avec ce changement de maison royale, vous voyez qu'on passe des Habsbourg aux Bourbons, Philippe V souffre d'un manque de légitimité intérieure et extérieure, d'autant qu'il ne parle pas espagnol. Le 15 mai 1702, l'Angleterre, les Provinces-Unies et l'Autriche déclarent la guerre à la France et à Philippe V. Dans ce contexte de guerre de succession, l'épouse du roi d'Espagne devient une première fois régente en 1702, en l'absence de son époux Philippe V, parti au front, qui endosse le rôle de roi de guerre, pour reprendre l'expression de Joël Cornette. Fin avril 1702, à Saragosse, le protonotaire lit le discours en latin par lequel Marie-Louise jure d'être lieutenante du roi, son mari. Et à la fin du discours prononcé en son nom, elle répond en espagnol, elle tient un discours. Ces deux discours, nous les retrouvons dans une publication issue des archives du Centre d'études politiques et constitutionnelles que m'a transmise Antonio López Anguita, que je remercie très sincèrement. Épousée par procuration le 11 septembre 1701, Marie-Louise Gabrielle de Savoie, appelée par la population espagnole la Saboyana, est à la fois étrangère et très jeune. Et là, elle rejoint en fait la figure de, non pas d'Élisabeth, on dit de Golden Speech, mais plutôt d'Isabelle de Castille. Elle a 14 ans en 1702. Son premier enfant, Louis, naît en 1707, c'est-à-dire après la deuxième régence de la reine. Lorsqu'éclate donc la guerre de succession, le couple est inexpérimenté et fragile. Même Louis XIV leur adresse des conseils qui sont des reproches et qui sont liés au manque d'expérience du couple. Donc, je vous laisse les parcours. Donc, le couple est est conscient de son illégitimité, du moins du regard illégitime que l'on a sur eux, que l'on porte sur eux, et entreprend de séduire et de se légitimer.
ce qui est facilité par le remplacement de l'ambassadeur Gramont par l'ambassadeur de France, Amelot de Gournay. C'est en mai 1705. Amelot rassure le roi de France, je vous ai indiqué quelques dates. Donc, il rassure le roi de France dans ses lettres, qui sont des lettres dans lesquelles il loue les jeunes monarques. Selon Catherine Desosses, il s'ingénia à plaire à la reine, dont il laissa des portraits flatteurs. Ces portraits, on les trouve dans les lettres adressées au roi. Or, en août 1705, l'archiduc débarque en Catalogne, porté par la flotte anglaise, et il est reconnu roi sous le nom de Charles III. Le 23 janvier 1706, Philippe V, avant de partir pour la campagne de Catalogne, confie une nouvelle fois la régence de l'État à la reine. Le 20 avril 1706, la conjoncture, ça c'est pour montrer qu'ils sont jeunes, la conjoncture devient, pour reprendre les mots de Philippe V, épineuse. Charles III tient Barcelone, capitale de son gouvernement. Philippe V fait le siège de la ville et parvient à faire tomber le fort de Montjuïc le 23 avril, ainsi que le fort Neuf. Dès la nouvelle de la prise des deux forts, le 25 avril, la reine propose à son conseil un armement général de la Castille. C'est ce que l'on trouve notamment dans une lettre envoyée à Chamillard par Madame des Ursins, sa première dame, la camarera mayor. Excusez-moi, mon espagnol. Je cite, « Madame, s'écria le marquis de Montserrat, c'est une chose dont la décision appartient au Conseil. » « Au Conseil, répondit vivement la reine, il faut agir maintenant et non consulter. » Donc elle concède cependant au marquis de Montserrat en convoquant les membres divers des conseils. Mais la décision a déjà été prise. Donc elle les convoque non pas pour qu'il y ait une consultation, mais pour leur transmettre son acte. Donc, je vais passer maintenant à l'analyse des discours. Précisons qu'il s'agit d'une régence d'absence, c'est-à-dire, et non pas d'une régence de minorité. C'est-à-dire que le roi est l'unique détenteur de la souveraineté dans ce cas-là, pour reprendre la formule de Bernard Barbiche. Ce chercheur précise aussi qu'il faut, je cite, des circonstances exceptionnelles pour que la régence d'absence procure des pouvoirs quasiment illimités à la princesse qui en est investie. Et c'est le cas. Marie-Louise prononce 2 discours. Le premier, le 26 avril, devant les nobles qu'elle convoque. Le second, le 1er mai, à l'hôtel de ville, devant les magistrats. L'objectif est explicitement le même, d'ordre délibératif, demander de l'aide. Les 2 discours ont vraisemblablement été prononcés en espagnol. Je n'ai pas encore eu accès aux archives de manière directe, mais le discours aux nobles a été cité par David González Cruz, qui tire cet extrait des chroniques, des narraciones históricas de Castelví, qui a fait tout de même une toute petite erreur, c'est-à-dire que Castelví attribue le discours que vous voyez sur la diapositive aux nobles, alors qu'il s'agit du discours du 1er mai adressé aux magistrats. Les 2 discours sont apparentés. Vous les voyez ici. Ils se caractérisent par la brièveté, dès que l'on retrouve, la brevitas imperatoris, peut-être pas complètement. Ils ont été prononcés par la reine, tous 2, et ils sont adaptés à leur auditoire, les nobles d'un côté, les magistrats de l'autre. Ces discours font partie d'un ensemble de démarches. Un ordre de la reine, publié 3 jours plus tard, enjoignait à tout homme en état de porter les armes, de s'armer et de se présenter sous 4 jours devant le corrégidor de Madrid. Donc, ce sont 2 pièces parmi d'autres qui font partie de son geste politique. Je vous en propose la lecture. Donc, aux nobles. Messieurs, je vous ai fait assembler pour vous exposer l'état où se trouvent ces royaumes. Vous savez les progrès des Portugais en Estramadure et vous comprenez la nécessité d'un prompt secours. Je dois vous apprendre que j'ai fait armer la Castille, selon la coutume, en de semblables nécessités. Mais c'est particulièrement sur vous que je compte aujourd'hui. Le seul intérêt de l'État m'a fait surmonter la répugnance que j'ai toujours eue à me charger du gouvernement de cette monarchie. Je ne l'ai accepté que dans l'espérance que vous m'aideriez de tout ce qui dépend de vous. J'attends, en cette occasion,
les plus grandes marques de votre zèle. Vous êtes les premiers sujets du roi et les plus puissants. C'est à vous à commencer et à donner l'exemple au peuple. Je serais ravie que vous me disiez votre sentiment sur les mesures que j'ai cru devoir prendre. Si vous avez quelques expédients meilleurs, vous pouvez me le proposer. Je serai toujours disposée à vous écouter et à m'en servir. Ça me fait penser à ce que disait Caroline Trotto sur l'humour. Enfin, voilà, il n'y a pas d'humour, mais il y a un côté un petit peu instrumental. La narration, donc, on a un exorde court qui présente la thèse, et là, vous voyez qu'il y a le titre de messieurs qui est proposé. L'exorde donc de la thèse, enfin, non pas la thèse, mais le contenu de ce qui va suivre, c'est-à-dire que c'est un document informatif, c'est un discours informatif. La narratio qui doit être claire, courte, vraisemblable, là, est vraiment correspond aux critères de la narratio qui envisage donc le contexte de la bataille, et elle est courte, voire allusive. Elle se repose de manière, sur la connaissance que les nobles ont du terrain de bataille. Cette narration comprend un premier argument, celui de la nécessité. Elle justifie son action en s'inscrivant dans celui de la continuité. Elle inscrit son action dans une continuité à travers l'invocation de la coutume et du pluriel en de semblables nécessités. Toutefois, les exemples antérieurs ne sont pas explicités. Un second argument est brandi, celui de la nécessité. Un troisième argument, et cette fois-ci subjectif, elle les flatte à travers des superlatifs et elle se rabaisse avec le topos de l'humilité. Le seul intérêt, je ne l'ai accepté que pour qu'ils ne croient pas à une volonté d'outrepasser leurs conseils. Donc, c'est un argument de convenance éthique et politique. Elle fait le portrait des nobles, elle les rappelle à leurs fonctions, et puis elle joue aussi sur leur orgueil. Le second discours, à présent, contient un exorde, de nouveau, mais sans l'apostrophe. Ce qui m'intéresse, c'est l'argumentation à l'intérieur de la narratio. Donc, on a une narratio qui joue sur l'axiologie. Il est même honteux pour vous, ou encore les Portugais, cette nation de tout temps si inférieure à la Castillane. Et puis les Alliés, ils sont hérétiques. Donc, vous avez des arguments politico-religieux qui sont convoqués et qui sont tout à fait axiologiques. Elle est partisane, évidemment. Le second argument employé est celui de l'argument royal du courage. Il a été question du courage hier, et ça me semble une notion importante. Le courage qui est lié au cœur. Je vous renvoie à l'étude de Jean-Max Collard à propos des poèmes de François Ier, et en tout cas, c'était éclairant pour mon sujet. L'enjeu du courage, dit Jean-Max Collard, est la maîtrise absolue, la toute-puissance d'un absolutisme qui veut régner sur les cœurs. Donc là, on a la jonction entre le courage militaire et puis le cœur. Ce courage met en avant la première personne. Donc vous avez la première personne qui est très présente dans ce texte. Le discours tel que nous le relaient les revues, dont je vais parler par la suite, n'est qu'un fragment, si l'on accorde du crédit à l'historien Federico Sclopis, dans sa biographie de Marie-Louise qui date de 1866. Le discours à l'hôtel de ville aurait contenu la référence, je cite, à ce que dans des circonstances pareilles avait fait la reine Donna Isabelle de Bourbon pour Philippe IV, son époux, passé en Catalogne. Donc il y aurait eu une référence vraiment à Isabelle de Bourbon. Donc il y a on a une dimension incomplète peut-être de ce discours tel que vous le voyez sur la diapositive. Elle recourt dans ce second discours à l'amplification à travers les anaphores, vous devez, ou encore au style parenthétique avec les segments détachés. Au tout début, je vous ai assemblé ici et j'ai bien voulu y venir moi-même, ou encore l'hyperbate. Lorsqu'elle répète, il le faut et il le faut promptement. Donc, vous avez ici toute une amplification et en même temps des phrases brèves, lapidaires. Donc, on est dans le style royal, me semble-t-il, ici. Il est tout à fait possible, si l'on pose la question de
qui a écrit ces discours, de l'octorialité des discours, il est tout à fait possible que la reine ait été aidée par la princesse des Ursins et par son conseil de régence. C'est ce que l'esprit des cours de l'Europe laisse entendre. Elle aurait écrit soit par ses propres lumières ou par celles de son conseil. Mais plutôt que la question du producteur du discours, ce qui fait davantage sens est l'intertexte, de voir à quel texte emprunte la reine ou son conseil. Le discours aux nobles, c'est-à-dire le second discours prononcé par Marie-Louise, fait écho à celui qu'avait tenu quelques mois plus tôt son mari pour annoncer aux nobles qu'il laissait la régence à son épouse. Je vous ai indiqué en noir ce qui est repris, me semble-t-il, par le discours de Marie-Louise le 1er mai. Philippe V disait donc quelques répugnances qu'elle eut à se charger du gouvernement, et elle reprend le terme de répugnance. Le seul intérêt de l'État m'a fait surmonter la répugnance que j'ai toujours eue à me charger du gouvernement. Et on a, de manière un tout petit peu plus éloignée, d'autres récurrences, l'idée d'occasion et l'idée de zèle des nobles. Examinons à présent cet intertexte est intéressant parce qu'il montre que le couple fait corps. Le couple, il y a un dialogue entre eux et ils font corps. Et pas seulement avec l'image du couple qui s'aime. L'efficacité est indéniable, semble-t-il, en tout cas sur plusieurs cercles d'auditeurs et de lecteurs. La régente, sur les variations, là, ce que vous voyez d'un point de vue purement factuel, la régente obtient 6000 pistoles de chacun des conseils. Ce n'est pas énorme, mais voilà. La réponse qui est faite par les différents auditeurs est rapportée. Je cite, « Ils prenaient part à la disgrâce publique et qu'ils offraient leurs biens et leur vie pour le secours du gouvernement. Mais on prétend qu'ayant ajouté qu'ils ne se trouvaient pas en état de faire grand-chose, leur réponse peu satisfaisante n'avait point rassuré. » Et on a un autre écho dans les lettres historiques. Les grands d'Espagne lui avaient répondu qu'ils étaient prêts d'exposer leur vie et leurs biens pour son service, mais qu'ils étaient en petit nombre et fort peu en état d'agir avec succès. Donc à chaque fois, un bémol est mis, en tout cas à la suite d'un accord de principe. Donc, succès modeste, mais indéniable sur le plan financier. Le roi Louis XIV, quant à lui, ne tarit plus d'éloges à partir de ce moment-là. Et ce changement doit vraisemblablement non seulement aux éloges qui lui sont remontés, mais aussi à ses harangues. Il lui écrit en particulier le 23 mai, je cite, « Je souhaite que le péril où vous avez été serve seulement à embellir l'histoire de votre vie. Je sais que l'Espagne vous met déjà au rang de ses plus grandes reines. » Ce n'est pas du tout ce qu'il disait 2 ans auparavant. « L'approbation générale confirme les justes raisons que j'ai de vous aimer tendrement, mais il est impossible qu'elle augmente l'amitié particulière que j'ai pour vous. » Troisième effet produit par le discours. Donc un troisième cercle, celui de l'opinion, que l'on trouve notamment dans les revues internationales. Donc, il est temps, pour l'instant, de regarder du côté de la circulation dans les revues. Vous voyez que l'esprit des cours adopte vraiment le topos de l'Amazone et replace, donc, illustre Marie-Louise. Les héroïnes les plus intrépides et les plus vantées auraient eu peur dans une pareille occasion. Ou encore, lorsque cette revue, l'esprit des cours, envisage des avis assez contrastés, il prend position, le rédacteur prend position et tient le raisonnement suivant. Pourquoi refuserions-nous à la reine d'Espagne la gloire de relever et d'illustrer son sexe ? Lorsque Pyrrhus, donc analogie historique, méthodologique, lorsque Pyrrhus se préparait à donner le premier assaut à la ville de Lacédémone, le gouvernement, pour épargner aux femmes la vue d'un spectacle également horrible et dangereux, avait résolu de les faire passer en Crète toute la nuit. Mais elles s'y opposèrent. Archidamie était entrée au Sénat, l'épée à la main.
étant entrée au Sénat l'épée à la main, se plaignit au nom des autres dames de ce qu'on les jugeait capables de survivre à la destruction de leur patrie, et ces Amazones travaillèrent pendant toute la nuit au retranchement que l'on opposa à l'ennemi. La reine d'Espagne me fait encore souvenir de la reine de Hongrie, dont on a tant vanté la prudence et le courage. Et plus loin, je ne saurais marquer ici quel a été le succès des vigoureuses précautions de la reine d'Espagne. Mes mémoires ne s'étendent pas point jusque-là. Donc, vous avez toute une mythologie qui est en train de se créer à partir de l'ensemble des actions, dont les deux harangues. Sur le versant textuel, si on compare entre elles oui, c'est pour ça que je voulais vous montrer les variantes. Si l'on compare entre elles les revues et les gazettes qui retranscrivent le discours au style direct, on peut remarquer deux caractéristiques principales. Une sélection d'abord. C'est le texte le plus pathétique qui a été choisi. Donc, ce n'est pas la version la plus pathétique, mais c'est le texte le plus pathétique. Deuxième, c'est-à-dire celui au magistrat, avec l'amplification. Deuxième caractéristique, une stabilité relative du texte, c'est-à-dire que le Mercure politique et historique, les lettres historiques, la Gazette d'Amsterdam en juin 1706 utilisent le même texte. Donc voilà pour les caractéristiques textuelles de cette circulation du texte. La disposition est quand même différente. Lorsqu'il est complètement cité, quand il est cité, le discours se trouve au premier plan chez ceux qui le citent. Il est présenté comme antérieur, sur le plan chronologique, quasiment aux actions militaires. Il est placé au second plan, en revanche, lorsqu'il est un peu minoré. Les discours sont insérés dans des revues et peuvent être commentés. On peut regarder de plus près les réactions et les propagandes. De manière globale, je dirais qu'il y a deux types de commentaires et qui sont issus aussi de deux types de médiateurs. L'ambassadeur de France, Amelot, est enthousiaste. Et donc, dans le Mercure galant, vous voyez des réactions, des commentaires qui sont tous enthousiastes. Donc, c'est ce que vous voyez ici, écrit en marron, et aussi je vous ai reporté en vert, vous avez le commentaire et ensuite en marron, vous avez le récit dans lequel apparaissent des commentaires. Donc, si on ne savait pas déjà que la reine d'Espagne, dans un âge aussi peu avancé, est d'un esprit à éblouir les plus éclairés et d'une pénétration à surprendre les plus sages, on le connaîtrait par les deux discours de Sa Majesté, l'un fait au Grand d'Espagne, dans le palais, et l'autre dans l'hôtel de ville de Madrid, etc., etc. Et donc, vous avez des avis positifs. Et ensuite, le lundi matin, 26 avril, tous les grands se rendirent au palais par l'ordre de la reine. Ils attendirent dans la salle d'audience où ils formaient une espèce de cercle. Sa Majesté parut quelque temps après, accompagnée seulement, selon la coutume, de Madame la princesse des Ursins, sa camarera mayor. Il n'y avait dans toute la salle que les seuls grands qui demeurent toujours découverts. La reine parla debout, appuyée contre une table. C'est une position très fréquente chez les rois que d'être debout, appuyé sur une table, et on a juste le doigt à la limite qui est posé sur la table. Et à la fin, elle apparaît vraiment l'éloge. Sa Majesté finit par des termes de confiance très obligeants pour tous ceux qui composaient l'Assemblée. Vous voyez que la fin du discours n'est plus rapportée au style direct. Ce discours attira l'admiration des grands, et ils ne purent s'empêcher de se récrier sur son esprit, sur sa fermeté, et plusieurs parurent touchés jusqu'aux larmes de la force et de la tendresse de ses paroles. Voilà. Et donc, vous avez le topos des larmes qui suivent le discours. C'est très beau. Et c'est le cas pour le second discours, qui en plus montre qu'elle est très fine parce qu'elle sait s'adapter aux circonstances. Elle va se mettre sous le dé pour s'adresser aux magistrats. Donc, elle comprend la différence entre les magistrats et les nobles. Voilà, donc tout cela vient, à mon sens, de la source Amelot, l'ambassadeur de France. Une seconde source est plus nuancée, et à mon sens, cela viendrait du chevalier du Bourg, qui écrit la chose suivante. La reine, après sa harangue au conseil, a obtenu un secours de 6 000 pistoles. Quelques grands, à l'exemple du marquis de Castel Rodrigo, ont donné aussi de l'argent et de la vaisselle, mais tout cela s'est fait avec tant de réserve, ajoute-t-il, qu'une dame espagnole disait qu'ils imitaient cette pauvre femme qui offrait un cierge à Saint-Michel et un autre diable pour le besoin qu'elle en pourrait avoir.
Voilà, donc vous avez cette nuance, c'est-à-dire à la fois de l'éloge, que l'on retrouve dans la lettre, dans l'esprit des cours, l'éloge et puis le cynisme du correspondant éventuel. Ce qui est intéressant, c'est que cela correspond à mon sens, en tout cas dans le Mercure galant, vraiment à la démarche de l'ambassadeur Amelot, parce jusqu'en 1709, c'est lui qui est ambassadeur de France en Espagne, et toutes les allusions à Marie-Louise sont extrêmement, non seulement élogieuses, mais tournent autour de son discours. Par exemple, c'est dans l'esprit des cours, par exemple, donc vous avez la seconde citation, où on voit que ces propos sont souvent dits, ce sont propos de sacrifice et de femmes combattantes. Elle irait à la tête des troupes, le prince des Asturies entre ses bras, etc. Voilà, donc à mon sens, ça fait partie de la démarche d'Amelot, parce que quand on regarde la nécrologie de la reine d'Espagne en mars 1714, avant de conclure, elle est morte donc le 14 février 1714, et sa nécrologie est extrêmement factuelle. On ne parle même pas d'elle, en fait, on parle de sa maison de Savoie, qui occupe les 3/4 de la nécrologie. On ne dit rien sur la reine elle-même, ce qui témoigne du changement de rédacteur ou de source. En attendant de consulter la source espagnole et les répercussions qu'elle a pu avoir vraiment dans l'opinion espagnole, voici quelques éléments de bilan. Marie-Louise a utilisé l'art du discours une seule fois, dans des circonstances exceptionnelles, dans une situation de crise. Ces discours de 1706 n'inaugurent pas une nouvelle manière de gouverner, puisqu'ils se présentent comme une concession, mais témoignent d'une compréhension politique de la gestion des Cortes. Ils ont compris que les Cortes voulaient être consultés, mais elle adopte une situation intermédiaire, puisque cette harangue est un mixte entre allocution et dialogue, ou discours purement informatif. Prise dans une série de publications qui concernent leur majesté catholique, les discours révèlent plus largement l'importance accordée à la parole, par l'intermédiaire de bons mots, parfois, notamment ici, pour vivre la fidélité castillane, et pour modifier des préjugés et des rapports de force. Je vous remercie. Oui, je suis médiéviste, c'est simplement une question de matérialité. Comment, donc j'ai compris pour le discours de la reine Elisabeth, il y a 140 personnes à genoux, donc on peut imaginer qu'on a 200 personnes dans la salle, avec les gardes, etc. Elle avait 68 ans, qui l'entendait? Alors, apparemment, les personnes qui ont écrit, ceux du premier rang, alors elle s'explique dans une des versions, donc les versions issues donc des deux journaux parlementaires, elle explique qu'elle est désolée parce qu'ils ne pourront pas tous. Enfin, elle ne peut pas recevoir tout le monde parce que précisément, Whitehall, il n'y a pas de salle suffisante pour les accueillir. Donc oui, il y a eu visiblement beaucoup de bruit de répartition après de la parole. Et ce qui est frappant dans les deux discours, donc pas dans la version officielle, mais dans les deux discours des journaux parlementaires, c'est que les deux versions sont assez proches, mais ne sont pas identiques, à part cette phrase que je vous ai citée, qui est assez canonique. Et ce que je n'ai pas dit, parce que je suis allée trop vite tout à l'heure, mais c'est que la version de 1690 qui donne donc qui laisse ce surnom de Golden Speech est une version issue d'un journal parlementaire et n'est donc pas la version officielle. C'est-à-dire qu'effectivement, cette version officielle, elle a forcément circulé, mais en tout cas, ce n'est pas celle qui fera date. Et c'est vrai que cette version-là n'aurait sans doute pas fait interpréter le texte comme un testament politique, parce que c'est beaucoup moins clair dans cette version-là. Et la version romancée, un peu romantique qu'on a de ce texte, et effectivement, cette version de 1690, prise visiblement assez proche du discours, mais qui est effectivement une version non officielle, non acceptée. Voilà. Mais effectivement, combien ils ont été à entendre le discours, ça, on ne sait pas trop. Concernant le Golden Speech, j'avais une question justement. Est-ce qu'il y a une influence au niveau stylistique de l'euphuisme ou pas du tout dans le discours? Je dirais que non, parce que ça n'est pas aussi... Enfin, la rhétorique n'est pas aussi maniériste, je dirais. Donc, non, je ne pense pas qu'on puisse pousser jusqu'à ce modèle, parce que c'est quand même une écriture très particulière.
Alors, cela dit, il y a bien des parallélismes qui sont assez marqués. Donc la rhétorique est bien présente, mais je ne pense pas que le modèle soit aussi affirmé que celui-ci. Oui, merci aux deux communications. J'ai juste une remarque voilà, de spécialiste de l'ancienne rhétorique. En fait, comment dire, dans la dispositio qu'on pourrait dire conventionnelle ou canonique, il ne faut pas retenir le moule exorde, narration, confirmation, réfutation, péroraison. Ce moule-là, ne bougeant pas, ne dit rien. Très précisément, la narration est facultative et elle a valeur d'argument. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas se focaliser devant une pièce de discours en particulier écrite ou réécrite, où est l'exorde, où est la péroraison, mais plutôt combien y a-t-il d'arguments qui se succèdent, c'est-à-dire faire la trame argumentative, les décrire de façon thématique très simple, argument de ceci, de cela. Et ensuite, on voit s'il y a un passage plus narratif par les verbes et on essaye de voir le début et la fin, s'il y a un début et un fin. Je rappelle que l'exorde n'est pas obligatoire et que la péroraison non plus ne sont pas obligatoires. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est l'argumentation. Donc voilà, donc je sais que ça traîne partout, mais comme nous, on est en train de les mains dans le cambouis et d'essayer de repérer les arguments, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Oui, juste derrière. Thank you very much for those wonderful presentations. Speaking of the versions, yesterday I couldn't stop thinking about the Guildhall speech and those 4 European versions. Well, they're all in the same place in the Escorial, Madrid. Escorial, founded by Philip II, and they're all together. The first one is the Relación muy verdadera de las rebeliones que ha habido en el Reino de Inglaterra. Second one is il vero successo di tutto quello sino a oggi è accorso in Inghilterra. There's another copy of a letter, same way it was sent by Catherine of Aragon through Milan, and that was another territory of Philip II. And it's very, and I think it's the same as you were saying in the version that Barry Schutte sent me, where all these notes are, and I thank Barry Schutte for sending me. It says the Latin version is the most different one, and is attached to this letter that was sent right away. So I have my suspicions that this Latin version that's very different could be the original speech, and those speeches were taken by Philip II. And it's in the Escorial. In the Escorial, we also have the first translation of the history of England into Spanish, commissioned by Catherine of Aragon, mother of Mary Tudor. So I'm going to Madrid next week. So I'm very grateful for all the reflecting on the different versions. And this is something I never thought of before, and now I can't stop thinking about it. So thank you very much. But I think you're very right. I think maybe the popular version, the version that we all have read, is not probably the first one. So I can't wait to get to Madrid. Oui, you're absolutely right. Et moi, la version, honnêtement, hein, moi, je connaissais la version de 1690, en fait. C'est celle-là que tout le monde connaît. Et quand on lit celle de 1600, et moi, je voulais travailler sur celle-là parce que ce qui m'intéressait, c'était le passage par l'imprimé et la circulation de l'imprimé derrière, on est un peu étonné. Et alors, du coup, ça corrige, ou en tout cas, ça nuance le testament politique, l'idée qu'elle sait effectivement qu'elle maîtrise cette rhétorique et qu'elle refait Tilbury, etc. Parce que, visiblement, et j'ai lu quelque part qu'il y avait une version annotée de la main de la reine, et donc, visiblement, effectivement, ça n'est pas ça n'est pas ça qu'elle veut faire circuler, enfin, elle, encore une fois, hein, elle, Cecil, etc., etc. En tout cas, ce n'est pas la version que la couronne veut faire circuler. Donc, ça nuance quand même aussi ce pouvoir au féminin, cette rhétorique féminine dont on parle beaucoup pour Élisabeth, ce jeu éternel sur la mer, etc., etc., parce que visiblement, ça n'est pas l'idée à ce moment-là. Et effectivement, alors testament politique, dans une certaine mesure, on peut dire qu'elle a réussi, puisque finalement, le discours est bien passé comme ça. Enfin, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le connaît, mais en réalité, à l'époque, il n'est pas évident que la communication politique est portée sur le même message, en réalité. Oui.
sera peut-être la dernière. Je ne sais pas ce que pensent les organisatrices, mais je pense que ça va être la dernière question pour une question de timing. C'est pour Claire, c'est... Marche. Bon. Oui, c'est quand même très curieux, en fait, la comparaison entre ces deux reines d'Espagne, si je peux dire, parce que l'une n'est pas vraiment une reine d'Espagne au sens belle la catholique, mais dans un cas, il y a une réalité qui a fonctionné, c'est-à-dire il y a une négociation, il y a des résultats, il n'y a pas de discours, et on fabrique un discours. Dans l'autre cas, on a un discours, et lui est réel, il est attesté, pas l'impression que ça a une très grosse influence sur la réalité. Je veux dire, je pense que la guerre s'est décidée dans le champ de bataille. Et les paroles de la reine, au fond, c'est une sorte de... Enfin, les journaux en parlent tout de suite, alors que dans le cas de la catholique, il a fallu des dizaines d'années après pour que ce discours émerge. Donc on a l'impression qu'il y a une déconnexion entre la réalité et l'insertion dans la réalité et le discours. C'est comme si les discours abusaient une logique tout à fait différente. En fait, penser à propos de cette... Alors, la comparaison doit aussi tenir compte du fait que les gazettes et les revues n'existaient pas pour Isabelle. Donc, c'est vrai que c'est difficile de voir la circulation. Et donc, en tout cas, sur le plan international, la répercussion que ça a pu avoir. Et puis, les discours de la régente font partie d'un dispositif. Elle a décidé, et ensuite elles vont à Burgos avec la princesse des Ursins, et elles mettent tout en branle pour qu'il y ait... Elle fait vraiment, elle œuvre tout autant que les soldats sur le champ de bataille, elle œuvre pour donner de l'argent, en fait, pour retrouver de l'argent, pour financer la guerre, parce que l'Espagne est en faillite depuis... Enfin, en faillite, je ne sais pas si on peut dire ça, mais manque d'argent depuis assez longtemps. Donc, elle cherche les fonds et elle essaie aussi... donc, c'est plus ça, c'est plus ce côté de chercheur d'or que d'exhortation à la bataille. Voilà, donc, et en effet, alors peut-être que le discours, je pense vraiment que c'est plus pour elle une obligation, et que c'est parce que il y a une intelligence politique ici, mais pour elle, c'était à destination des Cortés et peut-être du roi, parce qu'elle sait très bien que le roi de France va avoir des connaissances de ces discours. Et après, est-ce que le discours, ça serait intéressant de voir s'il y a une différence liée à la nature c'est-à-dire une pièce, un discours, est-ce que donc ça, oui, ça serait intéressant. Je me demande s'il n'y a pas une évolution historique en réalité, c'est-à-dire que Isabelle la catholique est encore dans un monde où on peut vous dire, elle a fait un discours et tout le monde s'émerveilla et hop, c'est magique. Est-ce qu'au XVIIIe siècle, on peut encore penser pour avoir un effet magique, pas accompagné de toute une politique comme en tout cas, pour la reine. Passe à une époque plus moderne, peut-être. Je suis frappée de voir le topos des personnes qui pleurent et le pouvoir encore magique de la parole, hein, notamment dans toute la stratégie. Je ne pense pas que ce soit à Marie-Louise de savoir, mais toute la stratégie dans les revues où à chaque fois qu'on parle d'elle, on parle de sa parole, et qu'elle est très fine, elle maîtrise. Et Philippe V, c'est la même chose. Philippe V parle enfin espagnol, on ne sait pas forcément ce qu'il dit, mais il parle espagnol et c'est bien, et il a des paroles sages. Il y a un pouvoir magique de la parole encore, me semble-t-il, dans les revues qui relaient. Alors qu'il y a peut-être aussi d'autres fonctions, faire plaisir, j'en sais rien, mais il y a peut-être plus de fonctions qu'avant. Mais le discours a encore cette force. Il y a deux choses, il y a les émotions et il y a les actions. Par exemple, chez Tite-Live, on fait un discours, la guerre s'arrête. Bon, et on ne pleure pas. Là, on pleure beaucoup, mais la guerre ne s'arrête pas pour autant.